Indépendance, cha-cha, tozumie. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni kwanda, cha-cha, tozumie. Indépendance, cha-cha, tozumie. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni kwanda, cha-cha, tozumie. Asoreko na bato, bayokani motomoko, nakonaka na cartel, balingani na front commun, bolikako kazavubu, elumumba na kalongi, goliatombe kamitatu, oesanja mutakanza. Indépendance, cha-cha, tozumie. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda, cha-cha, tozumie. Na MNC, na UGECO, Abasi, na TDC, na PCA, Africanja, na table ronde, me bagagné. Indépendance, cha-cha, tozumie. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda, cha-cha, tozumie. Tubakini. Indépendance, cha-cha, tozumie. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda, cha-cha, tozumie. Aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Bonsoir et bienvenue sur Free Opinion, l'émission qui vous fait révéler des événements du passé. Merci de nous suivre ce soir, car nous sommes en direct justement pour parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ce pays qui est situé au centre du continent africain. Messieurs, nous vous remercions encore une fois parce que nous savons qu'il y a un grand public qui nous suit ce soir pour suivre justement cette émission en rapport avec l'indépendance du Congo démocratique, on l'appelle actuellement. Ainsi donc, pour cette émission, pour l'enrichir en tout cas, nous avons des invités qui sont ici sur le plateau autour de moi. Comme d'habitude, donc, ce soir, nous avons M. Tony Bolamba, qui est donc le petit-fils de l'ancien Bolamba que l'on a connu dans l'histoire du Congo démocratique. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Accompagné de M. Jean-François Lacombe. Monsieur, vous êtes français et vous connaissez quand même, vous allez nous apporter l'expertise sur la question du développement dans le continent africain. Et parce que nous parlons du Congo démocratique ce soir, donc vous allez nous aider à comprendre comment le Congo peut s'en sortir. Alors, à ma droite, donc, il y a M. Papi Tamba. Bonsoir. Bonsoir. Membre du PRP. Tout à fait. Proche de Kabila. De l'AMP, oui. De l'AMP, Kabila, bien sûr. tout à fait. Bien donc, sûr. vous êtes de la mouvance. De l'Alliance de la majorité présidentielle. Merci. Et nous avons M. Ferrer, qui a connu donc le Congo démocratique, qui a connu le Congo des années des indépendances d'abord. Et vous avez connu tous les régimes politiques qui ont géré le Congo démocratique. Monsieur, bonsoir. Alors, je commencerai donc par Tony Bolamba. Comme ça, un aperçu sur la question de l'indépendance du Congo et ses conséquences. Mais la question, c'est de savoir quel est le souvenir que vous retenez comme ça lorsque on vous parle de l'indépendance du Congo.
Merci. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent ce soir, partout, à Kinshasa et dans le monde. Lorsqu'on me parle de l'indépendance du Congo, ça peut susciter des bons souvenirs. Vous savez, quelles que soient les circonstances difficiles que vivent les pays actuellement, mais lorsqu'on a la souveraineté, c'est quelque chose de bien qui peut nous aider à se développer, parce qu'on ne se développe que dans la liberté. Et ça, comment je peux dire, ça me donne le courage de continuer à croire en l'avenir du Congo. En l'avenir du Congo. Et voilà, M. François Lacombe. Bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis venu bien après, donc je n'ai pas connu l'indépendance. J'interviendrai, je pense, beaucoup plus sur la question. On parlera de la situation actuelle et surtout des avenirs possibles du Congo. Pour moi, l'indépendance du Congo, j'étais jeune au moment des années Lumumba, et c'était un peu l'idole de toute une jeunesse. Et on a suivi ces événements, évidemment, avec beaucoup de passion à l'époque. Voilà. Alors, M. Tony, Papi Tamba. Oui. L'indépendance du Congo, ça vous rappelle quoi? L'indépendance du Congo, je vais dire comme M. Bolamba, qu'on construit un État dans la liberté. Et la souveraineté n'est pas une mauvaise chose. Donc c'est très bien pour un État de savoir qu'on a accédé un jour à la souveraineté internationale. C'est pourquoi je trouve ici une occasion de dire toute ma pensée au père fondateur de notre indépendance, ainsi qu'au martyr du 4 janvier 1959. C'est là qui avait compris, bien entendu, qui aujourd'hui peut-être pour la plupart ne sont plus là pour essayer de tirer les lauriers de cette indépendance, mais ils avaient un souci et une vision pour notre pays. Et leur sang a coulé, et nous aimerions aujourd'hui donner une certaine valeur à ce sang-là qui a coulé, à leur sacrifice. Donc c'est pour moi aussi, ça suscite un autre sentiment, c'est le sentiment de responsabilisation. En tant que Congolais. En tant que Congolais. Alors, M. Ferrar, vous êtes français. Quel est le témoignage, en tout cas ce soir, que vous nous faites d'abord de cette époque des années 60? Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir appartenu à un mouvement de la coopération française. Et ma première, c'est lorsque le général de Gaulle avait lancé l'esprit de la coopération inter-État, j'ai fait partie d'une première mission pour le Congo, la RDC. C'est ainsi que je suis arrivé dans la zone de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et nous étions des professeurs destinés à la formation des polytechniciens pour l'université de Lubumbashi. J'ai eu donc le privilège et la chance de voir passer tous les chefs d'État, y compris en passant de Lumumba, du général Londula, qui était un homme extraordinaire de la famille de Lumumba. Et qui fut nommé chef d'état-major également. Nous avons eu également la joie de voir une personne qui a marqué le Congo, c'est le président Tshombe. Juste avant lui, nous avions Kasavubu, le sage. De quelle manière pensez-vous que Tshombe aurait le Premier ministre été considéré comme étant la personne? C'est juste une parenthèse. Non, il a voulu marquer son passage par l'élaboration de certaines pièces qui retraçaient le Congo, mais c'était des pièces en or. Et n'oublions pas que Tshombe n'a jamais été président. Il n'a jamais été président. Il avait suscité quand même la sécession de Katanga. Voilà. Et c'était un révolutionnaire. Moi, je ne crois pas que c'est une révolution. La sécession, il ne faut pas confondre les mots. Non, il animait l'économie du Haut-Katanga. Oui. Donc c'était... Oui, mais si je dois... Avec l'esprit séparatiste. Oui, si je dois suivre ce que mon ami, ce que monsieur Tamba dit tout à l'heure, on doit construire un pays dans l'unité. De l'unité, oui. Donc, avec un esprit séparatiste. Donc, quand il y a un esprit séparatiste, antagoniste, on ne sait pas parler de la révolution. Ce sont deux mots différents. Surtout lorsque nous savons que ce qui a réellement motivé la sécession du Katanga, c'est que lorsque Moïse Tshombe ne se retrouvant pas dans le gouvernement qui a été fondé par Lumumba,
il a trouvé comme celle, si j'ai des revendications, c'est de dire que bon, voilà, vous voulez faire moi ici, je vais faire la session qui a coûté la vie à des milliers de morts, tout ça. Donc, pour l'histoire de notre pays, et surtout par rapport à ce que nous sommes tentés de vivre, je ne pense pas que nous pouvons considérer cela comme étant un bon exemple. Bon, maintenant, comme l'a dit M. Ferrer, c'est clair que M. Tshombe en 1964, lorsqu'il est arrivé Premier ministre, bon, il n'a fait que 3 mois, je pense, de mémoire. Mais pendant les temps éphémères que Tshombe a été là, bon, tous les historiens ou bien tous les experts économiques se disent que c'était la période où la RD Congo a connu une relative, je voulais dire, stabilité économique. Bon, parce qu'à l'époque, c'était les cuivres qui étaient beaucoup plus cotés. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 5 milliards de dollars qui arrivaient à année. Donc Tshombe se devait de mettre la main dessus, oui, c'est normal. C'était l'économie des cuivres à l'époque. Oui, mais avec la vision qui est aussi la sienne. C'était l'époque du cuivre. Donc, ça avait 5 milliards de dollars en 1963, c'est énorme comme budget. Bon, alors parlons concrètement, comment est-ce que vous avez connu Tshombe et comment vous avez connu Kasavubu en 60 et toute la période de la table ronde passant par la victoire de Lumumba d'abord, tout le monde appelait Kasavubu le sage. On ne pouvait pas s'exprimer si on ne désignait pas Kasavubu comme étant des paroles de sagesse. Donc il exprimait... En fait, il était un peu philosophe. Dans quel sens? Dans le sens... il ne voulait pas d'histoire. C'était un homme qui n'aimait pas des mouvements réactionnaires. Et pourtant, il avait fondé un parti qui s'appelait la BACO, un homme qui consistait à la balkanisation même de... Un homme qui n'aimait pas d'histoire, qui a toutefois limogé les premiers ministres qui avaient la majorité parlementaire. Ça, moi, je peux me permettre de vous contredire. Vous avez votre membre de famille qui a joué un grand rôle dans l'histoire de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, mon grand-père fut parmi les gens qui sont partis voir Tshombe pour mettre fin à la sécession. Alors, votre témoignage, c'est lequel? Oui, j'ai eu à discuter avec lui. Oui, avec votre grand-père. Oui, j'ai quelques archives aussi. Antoine Bolamba, donc. Antoine Roger Bolamba, qui était un écrivain et ministre de la culture sous le gouvernement Lumumba. Pendant la sécession, il a été chargé par les Belges de discuter avec Tshombe pour mettre fin à la sécession. Donc, comme il connaissait le père de Tshombe, qui était un commerçant, je crois. Oui. C'est ce qu'il m'a dit, ce sont des vagues souvenirs. Oui, c'est juste. Donc, il est passé par son père pour revenir. Tshombe a la raison. Donc, si je dois revenir à ce que M. Ferrer a dit tout à l'heure, que Kasavubu était les sages, moi, je peux me permettre de contredire ça. Parce que lorsqu'on limoge un Premier ministre qui a la majorité parlementaire, et le Premier ministre limoge les présidents, les coups de force du président Mobutu étaient entre guillemets justifiés. Mais Bolamba, je crois que nous devons essayer de bien situer l'église au milieu du village. Ce qui est important de savoir, c'est que Kasavubu a limogé Lumumba. Bon, c'est la crise du 5 septembre 1960. Oui, qu'on retire les mots des sages. Avait-il les compétences constitutionnelles de le faire, oui ou non? Selon l'avis de plusieurs juristes, l'article 22 de la loi fondamentale lui conférait plutôt cette attribution, les droits de le faire. Le Kasavubu n'a pas agi dans l'illégalité. Maintenant, est-ce que politiquement parler, la décision a été sage? Peut-être ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pense qu'il faut situer les problèmes, comme je disais tout à l'heure, dans leur contexte. Dans quel sens? C'est que lorsque nous avons accédé à la souveraineté internationale, les choses se sont vite enchaînées. On a eu des acteurs politiques qui devaient gérer la loi fondamentale qui était pratiquement un texte qui nous a été... c'était vraiment du copier-coller avec la constitution belge, mais où la configuration elle-même était un peu très complexe à lire. Permettez-moi, M. Bolamba, lorsqu'on sait que le Premier ministre était très majoritaire au Parlement, et qu'il a remporté les élections, son parti, c'est-à-dire les MNC, a remporté simultanément nationales les élections législatives. Et qu'on avait un chef de l'État qui a été élu par la même assemblée au second degré devant Bolikango, qui, lorsqu'il a été élu chef de l'État, tout le monde savait que la majorité de lui n'était pas acquise et il était moins populaire que son Premier ministre. Dans ce contexte précis, je pense que la maturité devait peser très lourdement dans les fonctionnements des institutions politiques. Or, la maturité était encore à chercher. C'est-à-dire, déjà les textes qui ont été mis en place posaient problème. Et ça, c'était déjà important de le dire. Maintenant, dire que quand on parle de lui, les sages, pourquoi moi je suis tenté? Je suis tenté de croire qu'il était sage parce que c'est généralement la personne dans toutes les différentes crises qui avait toujours su comment avoir les jokers à la fin.
et qui avait toujours une solution d'apaisement. Oui, mais n'oublions pas que le président Kasavubu prônait aussi la balkanisation du pays. Il y a des archives qui les prouvent. Non, là nous parlons, comme monsieur le journaliste l'a dit, quand on parle de l'Abaco, c'est-à-dire d'abord, il n'a pas été... C'est plus tard, hein, il est venu plus tard. Si je dois être d'accord, si je dois être d'accord avec vous, oui. Je vais juste parler de la maturité. Oui. Nous avons acquis notre indépendance alors qu'on n'avait pas acquis certaines maturités. Par exemple, certains pays, certaines anciennes colonies françaises, ils avaient déjà la maturité. Je vais donner des exemples. Les présidents Senghor ou Houphouët-Boigny ont été des ministres en France. Donc ils étaient préparés à gérer un État. Alors que nous, les Belges, nous ont autorisé de nous organiser en association qu'à partir de 1958. Oui, c'était insuffisant. C'était insuffisant en 2 ans de préparer un esprit d'association, si je peux dire. Donc on a manqué de maturité. Il est arrivé ce qui nous est arrivé. Maintenant on va tirer des leçons et pour, comme j'avais dit, faire progresser les pays, faire avancer les choses. Voilà, je rappelle que nous sommes en direct et que cette émission est repartie donc en 3 parties. Il s'agit donc de la partie de l'indépendance du Congo et ensuite nous allons parler du régime du président Mobutu que l'on ne peut pas exclure dans ce chapitre de l'histoire du Congo démocratique et enfin nous parlerons justement du régime qui caractérise le Congo d'aujourd'hui, dans lequel les Congolais sont tous intéressés à comprendre où est-ce que quelle est la direction que trace justement le gouvernement d'aujourd'hui. Alors, monsieur, j'aimerais bien que vous nous disiez quand même, vous avez vécu cette époque, vous nous avez dit quand même à la préparation de cette émission, mais comment est-ce que vous avez vécu à l'époque? Comment est-ce que les Congolais ont interprété à l'époque, et vous, les Occidentaux, avez interprété à l'époque le discours de Lumumba le jour de l'indépendance? Ce mouvement a été perçu d'une façon assez trouble, dans la mesure où on ne comprenait pas qu'une grande capitale comme Léopoldville où on trouvait une des plus brillantes universités d'Afrique, car on ne pouvait pas y aller poursuivre des études supérieures n'importe où. À Brazzaville était devenue une université première après qu'on ait destitué Léopoldville. Mais autrement, Léopoldville était rutilante, c'était une université recherchée dans le monde. D'accord, par rapport à l'indépendance, juste de l'indépendance. Alors, par rapport à l'indépendance, de Lumumba, comment est-ce que vous l'avez interprété? Eh bien, le discours de Lumumba était un peu dur, pour la raison suivante. Lorsque le roi est venu, vous savez que le Lumumba a eu l'audace d'attaquer la voiture royale. Et alors là, ça a fait un schlask mondial. Attaqué de quelle manière? Je crois qu'il a enlevé, si je ne me trompe pas, le sabre du roi, non? Si je ne me trompe pas. Et là, ça a marqué réellement Parce qu'il était en colère contre la présence du roi ou Voilà, contre la présence du roi. Donc, c'était considéré comme un acte de provocation de la part du roi Baudouin. Voilà. Et le discours en lui-même? Le discours en lui-même n'était pas aussi percutant qu'on peut le penser, pour la raison suivante, c'est que vous aviez, autour de Lumumba, vous aviez une équipe de sages. Oui, mais le discours qui consistait à rappeler justement aux Congolais les atrocités connues sous la colonisation. Il a prononcé son discours après les discours du roi, où les rois disent qu'ils ont parce que lui qui n'était pas prévu dans l'indépendance. Après, Lumumba a prononcé un discours dur, comme quoi qu'ils n'ont pas donné l'indépendance. Les Belges ne nous ont pas donné l'indépendance, mais ils ont arraché l'indépendance. On a arraché l'indépendance. Avec des mots. D'où l'indépendance tcha-tcha. Moi, personnellement, je crois que j'ai une autre lecture, et c'est une lecture que généralement on ne fait pas de ces discours. C'est qu'il faut savoir une chose, c'est que ce discours a été applaudi. Par les Congolais en tout cas. Par les députés. Congolais. Voilà, les Congolais qui étaient dans la salle, ils se sont levés. Lumumba a été ovationné. C'est sûr. C'est une sorte de désaveu au chef de l'État. C'est un mauvais départ des fonctionnaires de nos institutions. Le chef de l'État prononce un discours qui a certes été applaudi, mais qui n'a pas été ovationné. Ce discours, il a les caractères qu'il peut avoir. Parce qu'un discours qui glorifiait presque les mérites de la colonisation belge. Et Lumumba venait contredire. Je pense qu'il avait un langage politique. Moi, personnellement, un langage politique, un discours pareil. En ce qui me concerne, je pense que c'était un langage politique parce que faudrait-il
dans ces circonstances-là précises, faudrait-il essayer encore de remuer le couteau dans la plaie, ou il fallait peut-être dire, bon, écoutez, ce qui s'est passé, il faut avancer. On a vu toutes les grandes civilisations. Donc, il n'était pas bien préparé. Oui, mais il fallait cautionner tout ce... Non, je n'ai pas parlé de cautionner. Est-ce que ces discours, maintenant, la question que je me poserais peut-être, est-ce que ces discours de Lumumba, est-ce qu'il a apporté plus de bien ou il a apporté plus de mal à l'histoire de notre pays? Mais il a dénoncé quand même le mal. Il a dénoncé comme le mal. Non, mais le mal, c'est ce que je suis en train de dire. Et le langage populiste qu'avait Lumumba, parce que lui, il parlait généralement avec un langage qui était un peu très accru, bien entendu, c'est un style qui lui était propre. Lorsqu'on est un homme politique, et surtout lorsqu'on doit tenir parole devant une assemblée dans des circonstances précises, il y a quand même un certain discours à tenir. Maintenant, mais oui, mais là, le discours, il était approprié par rapport à l'événement. Les discours, comme je tentais de dire, il était approprié, mais il y avait une autre manière, de fonctionner. On pouvait peut-être les nuancer. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ces discours-là, malgré les reproches qu'on peut essayer de lui attribuer, a été applaudi. Les députés dans la salle ont ovationné. C'était dans l'engouement aussi. C'est ça. Ça veut dire que nous étions dans ce que j'appelle généralement l'engouement populaire. Parce que le peuple a besoin des choses et qu'il a besoin d'entendre. C'est une leçon pour nous Congolais aujourd'hui. Parce que ce discours a apporté du mal à notre pays. Et aujourd'hui, nous attendons des gens applaudir certains discours. Le discours a apporté en réfléchissant, on se pose des questions si ça va apporter du mal. Non, apporter plus du mal que du bien. C'est-à-dire, si je dis que ça a apporté plus du mal que du bien, parce qu'on a tout de suite accolé une étiquette par rapport à ça. C'est un discours libérateur, monsieur. On a tous accolé une étiquette. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, si je peux me permettre de... Mais ce discours a fait que dans l'histoire de notre pays, nous savons que ça fait qu'il y avait maintenant un doute, un soupçon. Des soupçons qui commençaient à peser sur le Lumumba pour son appartenance à l'Union soviétique. Ah non, monsieur, est-ce que vous cautionnez? J'ai dit qu'il y avait des soupçons. Il n'y avait pas des soupçons, il était communiste. Il était communiste. Alors quels sont les éléments indicateurs Ça n'a jamais été établi, monsieur Boulan. Ça n'a jamais été établi. Ça n'a jamais été établi, monsieur Boulan. Non, ça n'a jamais été établi, mais monsieur Ferrer... Non, vous avez affirmé. Parce qu'ils avaient des accointances avec l'Union soviétique. C'est-à-dire, à quel moment de l'histoire du Congo? C'est à la période où je me trouvais. Oui, depuis longtemps. Alors, ils avaient des accointances. À quel moment de l'histoire du Congo? Depuis 56. Mais établissez-nous le moment phare de l'histoire du Congo où on voit le Lumumba. 66, vous aviez des missions de Russes. En quelle année? Oui, 56. Mais moi, je me trouvais à cette période. Oui. Donc, on recevait des ouvrages pour les centres culturels qui nous étaient envoyés par la Russie. Et c'était des ouvrages russes. Alors je disais, mais attendez, on est dans une mission culturelle française. C'est pas le Lumumba qui faisait venir ces archives. Là, il était déjà mort. Là, il était décédé déjà. Ce sont six, c'est pas le Lumumba qui est en vie. Là. Mais c'était des rapports entre déjà le mur qui commençait à se créer par rapport à l'URSS. Donc on voyait la pénétration de Russes dans la zone d'Afrique centrale. Non, mais il y a quand même un élément qui est troublant. C'est quoi? C'est que lorsque Lumumba a envoyé sa délégation à l'ONU, lorsqu'il sollicitait une intervention militaire de l'ONU par rapport aux événements qui s'est passé pour nous, pour les événements de Katanga, là, sa délégation s'est fait éconduire, ça nous le savons tous. Lumumba a sollicité le soutien de la Russie, de l'URSS à l'époque, qu'il a pratiquement désavoué. Maintenant, la question que je me pose, on ne peut pas, face à des choses aussi graves... Non, mais c'est parce que toutes les portes étaient fermées, monsieur. C'est la raison pour laquelle, soi-disant... Non, c'est ce que je suis en train de dire, qu'on lui a accolé une certaine étiquette par rapport à ça, mais puisque même l'URSS n'a pas vu sa position assez claire, ça dit qu'il ne pouvait pas avoir des soutiens parce que la position n'était pas clairement établie qu'il était vraiment du côté de l'URSS. Ils avaient envoyé quelques conseillers. La position n'était pas claire. Ça dit dans la politique, lorsque vous avez un Premier ministre qui est confronté à une rébellion de partout du pays et que l'ONU ne peut même pas répondre à son appel au moment où il en a besoin, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Non, parce qu'à ce moment-là, il faut savoir lorsqu'il a envoyé sa délégation. Qui était communiste. Lorsque Lumumba a envoyé sa délégation, c'était après les événements du 5 septembre 60. Ça veut dire qu'il était déjà démis de ses fonctions, parce qu'il ne faut pas oublier que Lumumba n'a régné pratiquement 2 mois et demi, presque 3 mois. Presque 3 mois. Il était démis de ses fonctions par Kasavubu. Il a fait la résistance.
Il a fait la résistance, c'est alors qu'il Il n'avait pas enverra maintenant sa délégation. compétence constitutionnelle de la révoquer, n'est-ce pas? Parce que Lumumba aussi a utilisé la même constitution pour révoquer pour révoquer les présidents. Donnez-moi un article de la loi fondamentale. C'est quoi? Oui, mais la loi fondamentale, c'est vous qui devez me la donner. La constitution de l'époque, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas avec moi. Mais si on suit l'histoire, c'est les parlements qui a élu les premiers ministres et les présidents au second degré. C'est ça. Oui, je vous suis. Et même les MNC n'avaient pas la majorité au Parlement. C'était une coalition, en Bien fait, sûr. pour donner la majorité à Lumumba. Et c'est de cette coalition, comme actuellement, vous n'avez pas la majorité au Parlement. Les PPRD. On ne parle pas actuellement, on parle de l'histoire. Donc, excusez-moi. Je vous en prie, on finira peut-être oui. pas y arriver. Donc, c'est une coalition. Encore votre maîtrise. C'est une coalition qui avait donné cette majorité à Lumumba. Donc, pour démettre les premiers ministres, il fallait passer par les parlements. Voilà. Mais le président de la République est passé en dehors du Parlement. Il n'est pas passé par le Parlement. Mais non, les premiers ministres. Là, je pense que c'est une mauvaise lecture. Pour moi, les désordres du pays a commencé avec ces deux hommes. C'est une mauvaise lecture. De quelle manière les deux hommes ont été à la base de... Si vous permettez, je vais revenir à propos de ces... Je vous laisse la parole. Merci. De quelle manière les deux hommes ont commencé à donner un mauvais exemple? Oui, il y avait des textes, il y avait des lois bien établies. Qui n'a pas respecté le texte pour vous? Pour moi, des deux. Oui. La responsabilité est partagée, mais c'est beaucoup plus le président Kasavubu qui devait demander au Parlement de retirer la confiance au Premier ministre et les premiers ministres allaient démissionner. Mais lui, il a... Mais c'est parce que, quelque part, tous les deux, surtout Kasavubu, a été forcé par la puissance qui était derrière lui. Hein. Mais monsieur diriger un pays, ça demande du caractère. Si on n'a pas de caractère, on ne sait pas diriger un pays. À cette époque, vous l'avez demandé à Kasavubu de ne pas collaborer avec le colonisateur qui on a connu les grands leaders de l'époque. Tout à l'heure, avec M. Ferrer, on parlait des Nkrumah. Tout ça, c'était des grands leaders. C'est la raison pour laquelle moi, je peux considérer même que Lumumba était la personne qui respectait encore les textes, parce qu'il a dit non. J'ai donné un peu des torts au président Kasavubu. Il n'est pas passé par les parlements pour démettre les premiers ministres de ses fonctions. Le Premier ministre a fait pareil, d'où c'était le premier coup d'État du président Mobutu des 60, et avec les conseillers généraux qui sont venus diriger les pays. Mais derrière, il y avait déjà la préparation de Laurent Désiré Kabila, qui était jeune. Non, ça c'était à l'époque quand Lumumba a quitté, quand Kabila a commencé, quand Lumumba est décédé. Non, mais il n'était pas du tout, il n'avait aucune influence. Il n'avait aucune influence en tout cas à cette époque. Kabila. Ils ont les autres. Il n'apparaissait même pas dans les annales de l'histoire du Congo à cette époque. Ah non, il était comme tout autre activiste. Il commençait, comment dirais-je, à se manifester par des mouvements politiques. Oui, mais comme tout autre jeune activiste. Oui, mais il était bien organisé, hein, je peux vous le dire. Bon, puisque dans mon établissement, il avait réussi à regrouper près de 200 individus pour former un mouvement d'opposition. Voilà, je rappelle que vous pouvez nous appeler en direct, vous pouvez nous appeler au numéro habituel, 01 45 55 65 87 pour suivre cette émission qui est en direct justement, et vous pouvez également nous écrire sur freeopinion@telesud.com. Monsieur Ferrer, j'aimerais que vous donniez vraiment aux Congolais ces témoignages de Laurent Désiré Kabila que vous dites fut votre élève. À quelle époque? Ça devait être en 1965, en octobre-novembre 65. Il était déjà en formation. Il était en formation pour être enseignant. Donc il faisait partie d'un mouvement, je crois qu'il y avait 450 élèves d'âge environ de 25 à 45 ans. Là, c'est où ça? C'est dans quelle partie du Congo? C'était au Katanga. Au Katanga. Dans quelle ville, dans quel village? À Lubumbashi, à l'école normale de la Katuba. Et comment fut-il ce monsieur? Eh bien, c'était d'abord un brillant élève, contrairement à ce qu'on pouvait penser, mais il n'avait pas la corpulence que nous lui avons connue plus tard. Il était très jeune, distingué, assez mince, et un caractère, une volonté de diriger. J'avais remarqué que la plupart de ses amis qui gravitaient autour de lui écoutaient
tous ses propos. C'est-à-dire, par exemple, s'il avait, imaginons un jour un mouvement de grève, les stagiaires n'avaient pas reçu, par exemple, leur paye. Et c'est lui qui se mettait à l'avant. C'est lui qui s'est prononcé et qui a regroupé tout le monde et faire un mouvement d'opposition et de grève. Voilà. Tout l'établissement scolaire était arrêté. Hein. D'accord. Oui, un commentaire? Non, ça va. Il n'y a pas de commentaire là-dessus? Non. Sur le témoin de Kabila? C'était un étudiant. J'étais pas là. Bon, mais l'histoire, monsieur, vous ne pouvez pas venir sur le plateau de télé pour dire que vous n'étiez pas là. Non, mais monsieur Ferrer a les droits d'éventer les... Non, c'était... Oui, mais quelle est votre réaction? Le président Kabila. Quelle est votre réaction à cette Mais question? c'était mon élève. Hein. Je traduis tout simplement une idée d'un moment. En effet. Voilà, nous sommes en direct hein, et j'aimerais justement vous demander de nous contacter pour poser des questions à nos amis qui sont sur le plateau. Et avant de passer à la deuxième partie de cette émission, monsieur Jean-François Lacombe, vous n'avez pas encore très bien argumenté. Moi, je n'étais pas présent à l'époque. J'ai quand même une observation en écoutant nos amis. C'est une observation très générale. Les acteurs ont une connaissance concrète et réelle de ce qui s'est passé. Par derrière arrive une explication, une lecture qui est différente de l'un à l'autre. Et alors que l'élément important est l'indépendance, qui était obligatoire, je pense que tout le monde le sait maintenant, tout le monde le dit, on a tendance à s'arrêter à des détails, si un tel a eu raison de prendre telle décision ou pas, alors que le fait fondamental de l'indépendance, qui est un mouvement général, non seulement de l'Afrique, mais de tous les pays colonisés, est un élément absolument fondamental de la situation actuelle du monde. La colonisation, la décolonisation. Et l'évolution de la RDC, puisque c'est elle qui nous intéresse le plus ici, dépend principalement d'une part du fait qu'elle a été colonisée puis libérée, dépend du fait qu'il n'avait pas été prévu de personnes formées, encadrées pour diriger le pays, de personnes pour penser dans quelle direction il fallait développer le pays, et on s'est retrouvé en fonction de gens qui étaient dirigeants parce qu'ils avaient le caractère d'être dirigeants, mais qui se sont trouvés entièrement phagocytés par un environnement international, que ce soit la Belgique, les Américains, les Français, les Russes, peu importe, mais le Congo a été totalement phagocyté par cet environnement international qui était mené par quoi? Comme aujourd'hui, par la lucre, la volonté de faire le plus d'argent possible sur les richesses d'un des pays les plus riches du monde, au détriment de sa population. Et en vous écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cela. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, mais de toutes les façons, certaines guerres entre les puissants, se retrouve dans certains pays, comme nous avons été victimes de la guerre froide, si on ne doit pas se voiler la face. Il y a des éléments qui les prouvent. Dans la guerre entre les États-Unis et l'URSS de l'époque, c'est fait au Zaïre. Donc, si je dois revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure, que les mondes capitalistes, comme on l'appelait à l'époque, avaient estimé que le monde avait des tendances communistes. Ils avaient une crainte que la région, les Russes avaient déjà l'Angola, et ils avaient la crainte que les Congos de l'époque puissent basculer dans le communisme, parce que les Congos ont 9 voisins autour de lui, ça pouvait influencer sur ces 9 voisins, d'où ils ont manigancé pour... Et donc le Lumumba constituait un élément dangereux pour l'équilibre politique de la région. Bon, pour moi, pour les intérêts occidentaux. Non seulement occidentaux, pour les Congolais aussi. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire, quand tu as eu cette crise entre lui et le président Kasavubu, il fallait qu'il crée une sorte de consensus dans les dialogues pour trouver l'apaisement et continuer à faire avancer les pays. Moi, personnellement, je crois qu'en rapport à ce que dit M. Bolamba, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Nous connaissons tous les motifs évoqués par les deux hommes lors de cette crise-là, lorsque l'un destituait l'autre. Le président Kasavubu
a démis le Premier ministre Lumumba de ses fonctions en se référant à l'article 22 de la loi fondamentale. C'est selon l'avis de plusieurs juristes et de plusieurs experts en matière de droit. Ils trouvent que cet article a donné effectivement droit. Mais pourquoi on crée des jurisprudences, on crée des jurisprudences en droit? Si vous permettez au président Kasavubu d'agir dans ce sens. Par contre, Lumumba, il va dire une chose que nous voilà, il va demander aux parlementaires de retirer la confiance qu'ils avaient donnée au président de la République, a posteriori, après sa démission. Est-ce que la Constitution, dans ces cas de figure, lui donnait matière à le faire? Est-ce que cela relevait de sa compétence? Tout ça, c'est des questions dont on doit se poser pour dire qu'on était devant un imbroglio total qui dénote ou qui démontre comment est-ce que les hommes politiques de l'époque, bien entendu, n'avaient pas cette maturité de gérer un texte de loi qui était aussi complexe que la loi fondamentale. Ils ont été manipulés, messieurs. Un pays qui était plongé comme ça en sang et dont les Belges avaient la convoitise, comme on le connaît, et ne pouvait que sombrer dans le chaos. Parce que déjà, quelques jours après, le Congo a sombré dans le chaos. Hein. Oui, c'est comme je dis. Je pense que Lucrèce Borgia n'avait pas besoin d'apparaître quelques centaines d'années antérieures. Le poison circulait très très bien dans la capitale. Et c'est malheureusement l'événement qui a provoqué un tel désastre au Congo. Voilà. Ainsi donc, je vais vous demander justement de nous appeler, comme je dis, au 01 45 55 65 87 pour intervenir à cette émission directement. Et je vais prendre donc l'appel de Jean-Henri qui nous appelle de Paris. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, messieurs. Voilà, je voudrais intervenir parce que en fait j'ai pris l'émission en cours de route. Je voudrais juste que vous puissiez m'éclairer sur un point. J'ai entendu les journalistes, disons l'animateur de l'émission, poser une question aux deux Congolais sur le plateau à propos de l'impact du discours de M. Lumumba sur l'avenir du Congo, et j'ai pas entendu une réponse claire de la part de nos deux compatriotes sur le plateau. Ou ils ne mettaient pas leur dossier, ou ils ont éludé la question. Parce que je pense que tout le malheur du peuple congolais est parti de là. Est-ce qu'ils peuvent un peu s'étaler là-dessus? Parce que le point culminant, le point de départ du malheur du peuple congolais vient de là. Donc c'est à partir du moment où il avait tenu ce discours, est arrivé sur la scène politique Mobutu, qui est le mal incarné du Congo, et puis aujourd'hui on a hérité d'un président qui est inaudible. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons justement essayer de répondre à cette question. Et donc, les intervenants, messieurs, vous êtes des Congolais. Hein? On vous a fait venir sur le plateau pour représenter le panel des Congolais qui sont ici en Europe, hein? Ceux qui sont surtout justement à Paris, pour parler de votre pays. Mais j'ai l'impression que même les téléspectateurs constatent que vous n'apportez pas des arguments. Monsieur Boulamba, essayez de répondre à cette question. Non, mais monsieur Jean-Henri vient de demander l'impact du discours de Lumumba. Et vous n'avez pas apporté des réponses. Ben si, moi personnellement, j'estime que les Belges, les rois en particulier, n'avaient pas apprécié, parce que juste après la séance, les rois est reparti, alors que c'était prévu qu'il reste pendant quelques temps. Les rois n'avaient pas apprécié les temps utilisés par Lumumba, et vu qu'il y avait... Et l'attitude au moment du défilé. Mais est-ce que le discours était approprié? Moi, je crois que les discours n'étaient pas vraiment appropriés. Bon, c'est les temps utilisés. Vous savez, on peut dire certaines choses, mais avec douceur, avec un peu de souplesse. Lorsqu'il dit que nous avons connu les ironies, nous avons connu les insultes, nous avons connu les injustices, ça ne valait pas la peine d'en parler? C'était des faits, mais quand Mandela est sorti de la prison, pour réconcilier un peuple, on n'a pas besoin de prononcer certaines choses, de dire certains mots. Mandela n'a pas dit que j'ai fait 30 ans de prison ou 40 ans de prison. Mandela s'est servi de Lumumba aussi, d'un exemple comme ça lointain. Puisque c'était des choses qu'on avait vécues. Dans le monde, on ne peut pas vivre que pour la raison. Il faut vivre pour la compréhension. C'est la compréhension qui fait que nous puissions avancer. Donc, si... Moi, attendez qu'il termine. Oui, ces discours, les Belges en particulier n'avaient pas apprécié. Et il est arrivé, ce qui est arrivé, c'est à partir de là que les présidents Eisenhower et les Belges ont commencé à fomenter un coup. D'abord, c'était pour empoisonner Lumumba, qui ça n'a pas marché. Et après, il est arrivé, c'est qui est arrivé.
avec son arrestation et son assassinat. Voilà. Donc ce discours y est pour quelque chose, mais ce sont des faits. Rapidement, parce qu'on va aller à la deuxième partie. Oui, on va pas s'accrocher là-dessus. J'observe pour ma part que le monsieur qui vient d'intervenir, monsieur Jean-Henri, je crois, a dit qu'il a pris la connaissance de l'émission un peu en retard. Parce que cette question-là, je pense qu'en ce qui me concerne, j'ai dit effectivement ce qu'il vient de dire, que c'était un mauvais départ. Vous savez que ce discours-là a apporté plus de mal que de bien à notre pays. C'est ce que j'ai dit. Mais nous avons manqué de maturité. Et puis c'était pas une absence de maturité. Et j'ai même dit comment nous, Congolais, aujourd'hui, nous devons être interpellés par rapport à notre position à prendre vis-à-vis de certains discours. Parce que Lumumba avait prononcé un discours qui a été ovationné. C'est-à-dire il a été ovationné par rapport à ces discours, il a été applaudi par le peuple congolais. Bien entendu, le peuple congolais à travers sa représentation à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire c'était ce que j'appellerais c'était l'effet de choc. Ils ont agi comme ça dans la foulée, alors que nous pensons que partant de cet exemple, nous devons apprendre à écouter, à analyser froidement les choses. Vous auriez aimé que l'on collabore avec les Belges à cette époque? Même jusqu'à collaboration. Non, c'est-à-dire les Belges n'étaient pas nos ennemis. Non. Ça, c'est d'abord une chose qu'il fallait savoir. On venait bien entendu d'obtenir notre indépendance, mais il fallait bien garder un cadre de dialogue avec la Belgique, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas été préparé. Il était plus sage de dire que voilà, comme on était suffisamment préparé, et ils avaient les dossiers, ils avaient l'administration, il y avait un certain nombre de choses dont ils ont géré pendant 80 ans. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dire à la personne... Non, mais tout a été discuté à la table ronde, monsieur. Les deux tables rondes, dans les délais qui étaient les leurs. On veut bien discuter l'avenir d'un État et reprendre toutes les choses en main par rapport aux deux tables rondes. Ça, je pense que voir les choses de cette façon, ça va une vision assez simpliste. Ce sont les Congolais qui l'ont exigé. Ce sont les Congolais qui l'ont exigé. Nous parlons des choses qui engagent. Ce sont les Congolais qui l'ont exigé. La table ronde. Oui. Non, mais je ne dis pas le contraire. Je suis en train de dire que ceci. Que le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on avait la table ronde, vous savez, la table ronde politique, nous savons à quoi ça servit, nous savons à quoi a servi la table ronde économique. Mais moi, ce que je veux juste faire savoir, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de parler des choses qui engagent l'avenir d'un État. On ne doit pas parler de l'avenir d'un État de façon assez simpliste. Qui parle de simplicité là? Non, ça dit dans une certaine conception. Je ne suis pas ici, on n'est pas dans un forum, par exemple, pour commencer à parler de qui a parlé ceci ou cela. Bon. Nous sommes en train de parler de l'imaginaire collectif. Bon, voilà. Ok. Nous allons passer justement à la deuxième partie de l'émission. Monsieur Bolamba, vous avez un commentaire rapidement? Non, je voulais juste... Allez rapidement parce qu'on va passer à la deuxième partie. Non, c'était juste pour la parenthèse. C'était la maturité. Vous savez que les Congolais vous suivent pour le moment? Oui, c'est... Alors, soyez percutant. Oui, non, c'était juste que la maturité nous a manqué. Oui. Jusqu'à présent, je crois que notre classe politique manque encore de cette maturité. Ok. Malheureusement. Mais voilà. Monsieur Ferrer, on va aller à la deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier témoignage sur cette époque? Parce qu'on va parler maintenant du régime de Mobutu. Je pense que si l'on se réfère simplement à la musique indépendance Tcha-Tcha, qui a rayonné jusque l'Afrique occidentale française, on allait au Sénégal et on entendait indépendance Tcha-Tcha. Je fus professeur également en Côte d'Ivoire. Et je reconnais que nous étions souvent réveillés par l'indépendance Tcha-Tcha. Donc, le peuple congolais avait soif de l'indépendance. Même s'il n'y avait pas une maturité suffisante, le peuple était heureux de retrouver un mouvement de liberté. Voilà. Et c'est parce que justement, pendant les années 60, il n'y avait pas eu d'homme qu'il fallait. C'est ainsi qu'apparaîtra donc plus tard celui-ci que vous allez suivre. Pour Mobutu, l'indépendance est un rêve fou, un rêve d'émancipation totale et de pouvoir, un rêve d'une société où le dominé noir aura désormais la puissance et le génie ravi aux blancs. Mais l'indépendance est aussi un défi, une responsabilité écrasante pour toute une génération que le colonisateur n'a ni formé, ni préparé à prendre les rênes d'un État moderne. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie
et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. La première République du Congo indépendant est dirigée par le président Joseph Kasavubu et par le premier Premier ministre Patrice Lumumba, qui, quand il forme le premier gouvernement, nomme Joseph Désiré Mobutu secrétaire d'État. En fait, l'armée se trouvait sans aucun commandement. Et dans le bureau de Lumumba, il y avait son secrétaire, qui était l'homme Mobutu. C'était le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant, il a vu toi, il dit, toi, hein, toi, tu prendras le commandant de l'armée. C'est comme ça qu'il est devenu commandant en chef de l'armée. C'est parce que le hasard était voulu, qu'il était à un endroit voulu, au moment voulu, comme Lumumba a dû prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main, qui avait une formation militaire. Quelques jours à peine après l'indépendance, Mobutu affronte une mutinerie au sein de l'armée. C'est l'éclatement du jeune État qui sombre dans la violence. Mobutu tente de ramener le calme aux côtés du Premier ministre, Patrice Lumumba. Très vite, Lumumba affirme son indépendance. Il accuse l'ancienne puissance coloniale de fomenter les troubles. Mobutu, quant à lui, affirme sa fidélité aux puissances occidentales. Il accuse Lumumba de sympathie communiste. Durant cette guerre civile, Mobutu reçoit l'aide militaire et logistique des pays occidentaux, principalement de la Belgique et des États-Unis. Je suis content de cette armée parce que d'abord je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Oui, mais ce n'est pas un mal propre à la République du Zaïre ou aux seuls Zaïrois. C'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zaïre. Donc, c'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation? Voilà, nous avons suivi là quelques extraits sur l'homme Mobutu, comment il a accédé, il est rentré dans les gens de pouvoir aux côtés de Lumumba. Messieurs, brièvement, nous allons décortiquer avec vous ce personnage avant d'entrer vraiment en profondeur sur son régime. Alors, monsieur Papi Tamba, un commentaire? Mobutu, ses premiers pas donc en politique. Ses premiers pas en politique, les gens, tout le monde aura peut-être sa lecture, mais pour moi, je trouvais toujours que Lumumba avait fait les choix sur Mobutu par une carence ou une absence d'homme. Comme l'a bien dit dans les reportages, je pense, M. Malan, c'est que la seule personne dans la configuration peut-être qui avait les trempes en tant que militaire d'assumer ces genres de fonctions, peut-être c'était lui. Et dans la vie, on peut se tromper sur les gens. C'est pas une disgrâce, ça arrive à un couple de se tromper d'une femme ou d'une femme de se tromper d'un mari. On peut se tromper sur les choix, comme ça a été le cas pour Lumumba, puisque aujourd'hui le fait parle et qui s'est trompé sur Mobutu. Sauf qu'il y avait certains éléments, peut-être, qui ont convaincu Lumumba pour qu'il puisse faire ces choix-là. Je lui reprocherai jamais un tel choix. Monsieur Ferrer? Eh bien, j'avais été très surpris de voir un jeune officier prendre en main l'armée de 9 régions. C'était énorme. Et les mouvements qu'il y a eu
ont été réprimandés par les voyages que faisait Mobutu dans toutes les régions. C'est ainsi qu'il fit un voyage à Lubumbashi et tous les élèves, tous les étudiants défilaient d'un commun accord en ovationnant Mobutu. Oui, comme le libérateur. Comme le libérateur. Parce que le Congo venait de traverser des moments difficiles, le moment de guerre, suite à la meilleure préparation de cette indépendance, et des acteurs politiques dont on venait de décrire tout à l'heure qui étaient sans maturité politique. Et donc, peut-on considérer Mobutu à son arrivée comme étant le vrai libérateur? Oui, moi je crois que oui, si je peux me permettre de répondre ainsi. Pourquoi? Parce que Mobutu a hérité d'une situation très difficile. Il a hérité d'une situation très difficile. Il a fait un coup d'État, il faut le préciser. Il a fait... Vous parlez d'héritage, là. Oui, il a fait ce qu'il a pu faire pour sauver les pays à cette époque. Parce qu'il était dedans dans le système depuis 60. Oui, parce qu'il y avait un vide. Quand les premiers ministres révoquent le président de la République, les présidents révoquent le président, on ne peut pas laisser un pays sans un dirigeant. Celui qui les a neutralisés, monsieur. Il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un pour... Celui qui les a assumer certaines fonctions de la République. C'est comme ça que moi je vois les choses. Je crois qu'il devait se ranger du côté de la légalité. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Il ne pouvait pas laisser les pays sombrer dans le chaos, dans cette incertitude. Raison pour laquelle il fallait un courage pour assumer certaines responsabilités de l'État. Et il a eu ce courage d'assumer ses responsabilités de l'État. Quoi qu'on lui reproche beaucoup de choses, pour moi, à cette époque-là, si je reprends les contextes des choses, c'est lui qui a sauvé le Congo de l'époque. De quelle manière Vous dites qu'il a sauvé le Congo. Oui, il a pu. Quel a été le danger du Congo à ce moment? Oui, parce que les pays sortaient d'un pays de chaos et d'anarchie. Messieurs Ferrer était là à l'époque. Il y avait des guerres tribales, on avait beaucoup de problèmes ethniques, donc il fallait un homme de poigne pour remettre un peu certaines choses dans l'ordre. Et les Congolais ont eu la chance à cette époque d'avoir Mobutu comme cet homme, des poignes pour remettre le pays sur la voie. Je ne sais pas si M. Ferrer a quelque chose à ajouter. Effectivement, il est difficile d'ailleurs de faire une analyse quand on connaît le démarrage du président et la finalité, le départ du président. Je me réfère par exemple aux premiers événements de prise de pouvoir de Mobutu et je reconnais, j'ai pu analyser que la situation économique et sociale était satisfaisante. Par exemple, un franc congolais valait 3,50 francs. Et jusque, on peut donner une dizaine d'années de pouvoir de Mobutu pour voir l'économie satisfaisante. Et c'est à partir d'une dizaine d'années de pouvoir de Mobutu que l'on pu voir progressivement chuter les différents secteurs économiques du pays. Oui, parce que moi, on peut reprocher n'importe quelle chose à cet homme, mais gérer un pays comme les nôtres, c'est énorme. Donc il fallait quelqu'un... Mobutu avait une vision de construire les socles, parce que les socles d'une nation, c'est son unité. Et lui, il avait cette vision-là de construire l'unité du pays, même si à un moment, il a échoué sur certains points économiques. Mais si notre pays aujourd'hui résiste à sa balkanisation, c'est parce qu'il nous a inculqué une sorte d'esprit national. Il nous a inculqué une vision de la nation. Donc il a su forger le sens de l'unité nationale. De l'unité nationale. Oui. Moi, dans ma famille, je me retrouve avec toutes les régions. J'ai des neveux qui sont du Bandundu, des nièces du Bas-Congo. Mes enfants, ils sont moitié du Bas-Congo et de l'Équateur. Et ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Personnellement, donc, moi, je reprocherais certaines choses. Je n'attribuerai pas le laurier de notre unité nationale à Mobutu de la même façon que M. Bolamba. Pour moi, je pense que nous devons regarder le problème dans le contexte de l'époque. Il a dit tout à l'heure que nous avons un pays qui est au centre de l'Afrique avec 9 voisins et que l'Angola venait de partir chez les Russes. Il y avait dans le contexte de la guerre froide, bien entendu, toute la volonté de l'Occident pour que les Zaïre, qui constituaient une position assez géostratégique, rappelons-nous de France Fanon qui disait que l'Afrique a la forme du revolver, dont la gâchette se trouve aux Zaïre.
C'est-à-dire, la volonté de l'Occident, c'était quoi? C'était de faire que ces Zaïres-là, bien entendu, puissent devenir les remparts contre l'expansion du communisme. Exactement. Là, c'était quelque chose qui était important. Mais sous Mobutu, malgré qu'il y avait cela, on a quand même vécu certains événements qui, aujourd'hui, peuvent aussi donner matière à penser. Lorsque nous parlons, par exemple, de Baluba, M. Bolamba, qui, au Katanga, vous savez comment les Katangais ont chassé les Baluba de Kasaï. Ça, c'est en 2011, c'est en 2086. Là, c'est Mobutu finissant. Là, ça, c'est Mobutu finissant. Oui, c'était avec Kyungu, qui est l'actuel, avec M. Kyungu, avec M. Gabriel l'unité de façade pour dire que s'il y avait toute la volonté de l'Occident derrière. Moi, je ne crois pas qu'il y avait une unité de façade. Moi, je vous contredis. Vous savez, il y a ce sentiment national, c'est-à-dire Mobutu a bénéficié du concours de circonstances et soutien de l'Occident, mais dans la gestion du pays, Mobutu a privilégié certaines ethnies plutôt au détriment des autres. Vous pouvez citer, on n'est pas là. Vous pouvez me citer les ethnies, non, les présidents, les deux fins présidents. La manière dont il a conduit, monsieur, attendez. La manière dont il a conduit le pays, bien entendu. Certains experts le disent qu'il y avait une certaine volonté de faire que le pays ne soit pas suffisamment tel que, par exemple, au niveau de la communication. Mobutu, ce n'était pas dans sa volonté de développer des coins, par exemple, qui étaient enclavés pour qu'ils puissent pas avoir l'information, parce que chaque dictateur a une stratégie qu'il met en place pour essayer de maintenir... Les booms de la communication, c'est arrivé après. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un chat parmi les animaux. Je suis en train de dire que chaque dictateur, ce qui compte chez chaque dictateur, c'est la pérennisation plutôt de son pouvoir. C'est-à-dire Mobutu, dans sa gestion du pouvoir, bien entendu, c'est la manière dont il a géré le pays. On ne peut pas dire qu'il avait cette volonté d'unir les Congolais de façon équilibrée. Mais on ne peut pas le dire. Oui, Par contre, les Zaïres de Mobutu constituent un rempart contre l'expansion du communisme, ce qui a fait que l'Occident, bien entendu, et vous le constaterez, M. Bolamba, à chaque fois qu'on attaquait les Zaïres de Mobutu à l'époque, il y avait une force d'interposition qui s'est créée tout de suite pour buter l'ennemi dehors. Les choses ont changé seulement lorsque l'Occident, la guerre Est et Ouest, c'est-à-dire la guerre froide, a pris fin, et qu'aujourd'hui la tension de l'Occident maintenant c'est vers le terrorisme. On s'est dit, bon voilà, il n'y a pas un pays, c'est pas un pays où on va par exemple apprêter Ben Laden, où on va apprêter certains terroristes, et leur attention change. Et c'est là maintenant que nous commençons à voir des fissures commencer à se créer. De dire que les choses étaient de façon naturelle, comme je suis en train de dire que c'était la volonté de Mobutu. Non, si je dois revenir à ce que vous dites qu'il y avait une unité de façade, moi je vous contredis. Parce que jusqu'à ces jours, dans beaucoup de pays, on parle des guerres ethniques et tribales, mais chez nous, on parle des rébellions, des raisons politiques. Notre pays, après Mobutu, n'a jamais connu des problèmes de guerre tribale. Donc il a su, pour moi, consolider cette unité. Moi je crois que la raison est ailleurs. Ce n'est pas dans le fait de dire qu'on n'a pas de guerres ethniques, c'est dans l'âme du peuple congolais. Oui, mais ça a été quand même c'est un esprit qui nous a si ce peuple n'a pas vécu ça, jusqu'au coup d'État du 17 mai 97. Mais ce peuple congolais d'aujourd'hui n'avait pas ce sentiment au départ, messieurs. Parce qu'on ne pouvait pas aller d'une province à l'autre facilement. Ben oui, on avait les pays étaient dans les chaos total. Monsieur Ferrer a vécu. Le peuple congolais de 60 à 65. L'époque de 60 à 65, le peuple congolais n'a pas perdu son âme. C'était la même population, c'était des républicains. D'accord. Nous allons revoir Mobutu pour terminer. Nous allons terminer cette partie de Mobutu avant d'entrer justement à la dernière partie de l'émission pour voir le Congo d'aujourd'hui, si vraiment le Congo d'aujourd'hui est le mieux que celui de Mobutu. Regardons cet élément sur Mobutu toujours.
Comme tous les 7 ans, Mobutu, seul candidat, se présente aux élections. Les électeurs ont le choix entre 2 bulletins. Un bulletin vert pour l'unité et la paix, un rouge pour le changement et le désordre. Présenter des bulletins rouges dans certains coins de la République, mais c'était considéré comme de la provocation pure et simple. Ça n'était pas facile. Et il faut le comprendre et le retenir la chose. Ça n'était pas facile de faire admettre à certains citoyens de la République du Zaïre que élection signifie 2 bulletins. Et bien, les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Vous voyez, considérons ça comme un excès de zèle et n'allons pas au-delà. Voilà tout. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Mais est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti unique? C'était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Imprévisible des cours du cuivre. Nous avons une politique et des perspectives. Et ceux qui nous feront confiance ne seront pas déçus. J'ai mis surtout l'accent sur les valeurs morales qui commencent à faire défaut dans notre
société. Le Zaïrois est un peuple déiste et puis qui a commencé depuis quelques années à abandonner ses valeurs morales, spirituelles et puis à aimer de plus en plus l'argent, des richesses et puis certains facteurs extérieurs de richesse et puis le m'as-tu vu. C'est l'ensemble de tout ce comportement, de cette attitude que j'ai dénoncé. La zaïrianisation, qu'est-ce à dire? Lorsque j'ai dit zaïrianisons, c'était quoi? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, vienne s'installer ici pour revendre aux Zaïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus. Vous êtes chef d'une entreprise, à 8 h du matin se présente un général, un colonel ou un courtisan quelconque de sa cour qui vous dit: monsieur, remettez-moi les clés de vos bureaux, remettez-moi vos comptes en banque, remettez-moi vos véhicules, remettez-moi tout ce que vous avez et allez vous faire pendre. Voilà, de retour justement, vous avez suivi les années donc de Mobutu en quelques images. Nous allons justement continuer justement pour terminer cette émission en quelques minutes. Mais avant tout, j'aimerais revenir à vous, messieurs, pour me donner une analyse que vous faites généralement de cette question de Mobutu à travers ces différentes images. Monsieur? Moi, je vais dire une chose de façon très simple. C'est que lorsque Mobutu accède au pouvoir le 24 novembre 1965, il trouve un pays qui avait un héritage enviable. Bien entendu, nous savons qu'entre-temps, Moïse Tshombe était passé, il a essayé de faire le peu qu'il pouvait faire. Mobutu a hérité d'une situation économique et financière stable. Il y avait quelques problèmes à résoudre sur le plan sécuritaire, mais qui n'étaient pas des problèmes de taille. Je constate que par les différents programmes, dont la zaïrianisation dont nous avons parlé tout à l'heure, par les différents programmes qu'il a mis en place, que ce soit des programmes structurels, tout ça, en 1997, Mobutu nous a laissé un pays, bien entendu, avec une dette extérieure très élevée, environ 17 milliards de dollars. Avec combien? Environ 17 milliards de dollars, oui. Sachant qu'au passage, 3 ans plus tôt, avant que Mobutu n'accède au trône, parce que la situation n'avait pas changé pendant ces 3 ans, notre pays, la RD Congo, avait le même niveau de développement humain que la Corée du Sud, avec les mêmes PIB, même taille de la population. Nous avions un PIB estimé à 2 milliards de dollars et la taille de la population c'était 15 millions. On était pratiquement au même niveau de développement humain. En 1997, bien entendu, lorsque Mobutu laisse le pouvoir déjà dans un état de lieu très lamentable, ça nous le savons, mais avec un PNB qui s'élevait à peine à 6 milliards de dollars, alors que la taille de la population avait pratiquement quadruplé. Et bien entendu, les pays, comme je disais, la dette extérieure à côté de 17 milliards, et la Corée à côté, bien entendu, avait un PIB de 375 milliards de dollars. Quel est le message que vous voulez donner à ça? Quelle est la leçon qu'on peut tirer? La leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que la Banque mondiale dit que, bien entendu, qu'il reconnaît toujours les termes très clairs, que la gestion économique sous la Deuxième République, sous Mobutu, a retardé le développement économique de notre pays d'au moins un demi-siècle. Pour moi, aujourd'hui, entendre parler, vanter des lauriers de Mobutu, des mérites de Mobutu par rapport à celles que je sais que nous traversons aujourd'hui, une situation qui est extrêmement difficile parce qu'il y a Mobutu n'est plus aujourd'hui. Ça fait... Je suis en train de parler de l'état du fossé. Je suis en train de dire une chose. Mobutu est parti. Je ne suis pas en train de dire que Mobutu est là aujourd'hui. Je suis en train de dire que la situation dans laquelle il nous a laissé, aujourd'hui, relever le pays devient un défi. Alors merci, monsieur. On va revenir parce qu'on vous sent très défenseur sur cette question, parce qu'on va parler de Kabila, justement, l'homme qui gère le pays aujourd'hui et qui est incapable justement de surmonter le pays. Ça, c'est le constat justement que l'opinion s'est fait aujourd'hui, messieurs. Vous allez affronter quand même des réalités que nous allons démontrer ce soir. Monsieur Ferrer, Mobutu que vous avez suivi, c'est l'homme que vous avez connu. Je considère que pendant une dizaine d'années, et comme le dit si bien M. Tamba, c'est que nous avions une politique économique et financière très stable. Sur le plan de l'organisation économique, l'ensemble des logistiques de transport étaient toutes présentes. Par exemple, juste 2 années après la période
de présence de Tchombe et du président du Bas-Fleuve, nous trouvions avec un ensemble de navires qui correspondait à quelques 36 000 bateaux. Donc les moyens de communication et de transport de produits vivriers ou de produits miniers se faisaient normalement. Aujourd'hui, le président Kabila se trouve avec un ensemble de logistique de 8 navires pour desservir la République. Ce qui est important. Ce qui est important. Alors, c'est extrêmement important, car à la période Mobutu, pendant les 10 ans, ça a été très bien, mais au bout des 25 années, avec 8 navires, donc il y a eu une chute vertigineuse de l'économie du Congo. C'est Tony Boulamba, rapidement, on va parler de Kabila. Terminons cet aperçu de Mobutu, rapidement. Oui, rapidement, moi je crois que notre situation économique s'est détériorée, primo, parce qu'il y a eu effondrement des cuivres. Notre économie était basée sur les cuivres pour sa stabilité. Et secondo, nous avons vécu une grande période d'embargo. Ça, les peuples ne connaissaient pas. Suite à certains problèmes, certaines mésententes entre Mobutu et certaines forces financières, notre pays a vécu sous l'embargo. C'est comme l'Irak sous Saddam Hussein. Quand on a imposé l'embargo à Saddam Hussein, il a commencé à avoir des problèmes. C'est ça qui explique le chaos économique au Zaïre de Mobutu. Je crois beaucoup plus. C'est la chute du cuivre et cet embargo qui nous a causé beaucoup de problèmes. Mais quand on dit que le pays est très riche en ressources minières et tout ça, alors on ne pouvait pas s'en sortir. On avait basé notre économie sur les cuivres, raison pour laquelle on a créé la SOSACOM, d'ailleurs, et GECAMIN. C'était pour faire en sorte que nous stabilisons notre monnaie. Quelle est votre réaction sur la zaïrianisation? Parce qu'on en a parlé. Cette politique-là. Oui, ma réaction sur la zaïrianisation. C'est pas ça qui a fait chuter le pays, la zaïrianisation. Non, l'idée en soi n'était pas mauvaise, mais la façon dont elle a été suivie, qui était mauvaise, c'est comme la réforme agraire avec le président Mugabe, qui n'est pas en totalité très mauvais, mais la façon dont on suit cette réforme, qui n'est pas bonne. Il fallait mettre des gens compétents pour gérer ces biens, entre guillemets, nationalisés ou zaïrianisés, si vous voulez. C'est pas les premiers cas. Même le président Kadhafi, quand il a fait son coup, après quelques temps, il a nationalisé tout ce qui était industrie pétrolière dans son pays, mais avec des politiques très bien structurées. Et jusqu'à présent, ils sont encore stables. Monsieur Lacombe, un instant. Monsieur Lacombe, un commentaire sur la question du développement économique là. Le commentaire, c'est un résultat. L'économie, le social se sont effondrés sous Mobutu et après Mobutu. Pourquoi on parle d'une bonne mesure, à droite, à gauche. Une bonne mesure, si bonne soit-elle, ce n'est pas entouré d'un environnement complet, général, de formation d'hommes, de cadres étatiques, etc. Ce n'est qu'une mesurette sans aucun intérêt. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les activités économiques du Congo se sont écroulées les unes après les autres. Que ce soit, il n'y avait pas que le cuivre, il n'y a pas que le cuivre. La Copper Belt, c'est pas uniquement du cuivre, il y a des métaux dans tous les sens, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a de tout. Il y a une terre qui est extrêmement riche, il y a de quoi, c'est l'un des pays les plus riches qui soit au niveau de son sol, de son sous-sol, et je dirais mais aussi de ses hommes. Ils ne sont pas formés. Et et la population sont pauvres. La population est pauvre et c'est presque une malédiction. Les pays qui ont les sous-sols les plus riches sont les plus pauvres. On peut se poser la question quand même. Il n'y a pas que la RDC. Dans le cas de la RDC, la conclusion, est-ce que c'est Mobutu dans son ensemble ou la fin de Mobutu? Le résultat, c'est ça. Et sortir de cette situation catastrophique, quelle que soit la qualité des dirigeants qui ont suivi, c'est un travail de très longue haleine où il faut d'abord former des hommes, il faut définir des axes de direction, il faut définir le cadre de l'État, l'État qui doit préparer les initiatives individuelles et leur donner un cadre, et un État qui puisse naviguer dans l'environnement international qui n'est pas simple. Nous avons connu ce libéralisme forcené
qui n'a rien à voir avec l'esprit libéral de notre ami, tout cela fait que c'est extrêmement difficile. Et on est aujourd'hui pas très loin de la situation qu'on a connue à la fin de Mobutu, avec simplement un certain nombre de problèmes réglés, mais il faut remettre en place toute une politique. Redéfinir le rôle de l'État, redéfinir le rôle de la RDC et de l'Afrique vis-à-vis des autres pays dans les échanges internationaux, redéfinir le but. Est-ce que l'on veut développer les hommes, le côté humain? Bon, le côté économique seul, je pense qu'on commence maintenant à dire que l'économique seul, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas une religion. On ne fait pas de l'argent pour l'argent. L'argent, c'est un outil. Et cette économie, il faut le développer au service des hommes. Et ça, c'est des décisions que le gouvernement actuel a. C'est son grand chantier. On le jugera sur ses résultats. Évidemment, sur les résultats. Monsieur Bolamba, non, mais Monsieur Lacombe, vous êtes économiste, vous savez. Je suis technicien. Surtout. Technicien, oui, vous savez, lorsque vous regardez l'économie chez vous ici, techniquement parlant, c'est pratiquement pas pareil chez nous en Afrique. Vous savez, on doit adapter chaque économie aux circonstances et à l'histoire d'un pays. C'est bien ce que je viens de dire. C'est ça. C'est ce que je viens de dire. Il faut faire une économie à la congolaise, oui. Et non pas une économie européenne. Dans notre cas, les cas de la RDC actuellement, il y a d'abord beaucoup de tensions internes. Et aucun investisseur sérieux, excepté peut-être certains, n'est pas investir dans un climat qui n'est pas stable. D'où un consensus entre les dirigeants congolais. Oui, mais les consensus, vous en avez déjà organisé beaucoup dans ce pays. Jusqu'à présent, il y a toujours... Mobutu n'est plus là, mais ça fait une quinzaine d'années que présent, il y a toujours ces libérateurs sont arrivés dans votre pays, mais on ne connaît pas. Moi, je ne les considère pas comme des libérateurs parce qu'ils n'ont pas donné la liberté aux Congolais. Mais oui, mais c'est ce que vous avez chanté il y a une quinzaine d'années. J'étais pas là, moi j'étais en Europe. Mais oui, mais vous êtes Congolais. Oui. Mais il ne faut pas vous Quand j'ai dit que j'étais pas là, parce que moi j'ai toujours considéré... Vous parlez au nom des Congolais, à cette émission. J'ai toujours considéré le 17 mai 97 comme un coup d'État. Oui. Moi, je suis quelqu'un de légaliste. On avait un parlement de transition qui était là. On avait l'institution présidence de la République qui était là. Il y a eu une rébellion fomentée par certains de nos voisins. Ils ont fait un coup d'État. Ils ont installé, entre guillemets, les libérateurs qui n'ont jamais apporté les libertés aux Congolais. Point barre. Oui, mais ils ont chassé le dictateur. Ils ont chassé une démocratie qui était installée. Non, mais ils ont changé le dictateur. Non. Je parle d'une institution présidence de la République. Je ne parle pas des Mobutu. Je ne suis pas là pour faire son apologie non plus. Il y avait une institution qui était la présidence de la République. On avait un Premier ministre. Nous avions un Parlement des transitions. Non, mais un président de la République qui bloquait tout le système. Je ne crois pas que les présidents de la République bloquaient tous les systèmes. Parce que pour bloquer une chose, il faut qu'il y ait blocage des deux côtés. Quelle a été la configuration politique au Congo, au Zaïre plutôt, à cette époque, avant le départ de Mobutu? Avant le départ de Mobutu, on avait... La configuration était-elle plutôt démocratique que... Oui, puisqu'on sortait d'un consensus qui était la conférence nationale. Si je dois revenir à l'élément que vous nous avez fait passer concernant la démocratie, Mobutu a démocratisé le pays après les discours du président Mitterrand, d'ailleurs de la Baule. On a eu la démocratie en 90. Après, on a commencé à connaître des problèmes. Il y avait les blocages du côté de l'opposition, où on nommait un Premier ministre qui falsifiait un document officiel devant tout le monde pour bloquer. Ok, Théo, rapidement. Les pays. Oui, je suis un peu surpris de voir M. Bolamba, entre guillemets, légitimer l'accession de Mobutu au pouvoir avec les mots qui ont été les siens, nous l'avons entendu ici, et essayer de pas de dramatiser, mais essayer un peu de diaboliser l'événement 17 mai. Qui était un coup d'État. Bon, nous sommes passés quand même au 17 mai, les gens savent qu'il y a eu libération du Congo parce que vous avez chassé un dictateur. Il y a eu vous appartenez, vous êtes membre d'un parti politique, n'est-ce pas? Oui. De Laurent Désiré Kabila, qui s'appelle le PRP, et proche donc de la majorité présidentielle actuelle. Tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez pour changer le pays? Nous sommes dans la dynamique des changements. Mais nous pouvons, quand nous parlons des changements de ces pays, il ne faut pas que les peuples congolais ignorent que la RD Congo n'a pas commencé le 17 mai. Nous avons trouvé un passif qui était ça a connu quand même 5 millions de morts après les 17 mai, qu'on n'a jamais connu. Si vous permettez, à votre aise, monsieur. Monsieur Jean-François a dit quelque chose ici à juste titre, monsieur Jean-François Lacombe, que n'importe qui aurait pris
le destin d'un pays comme la RD Congo, il faut savoir que les changements doivent tenir compte de ces lourds passifs et ça ne sera pas facile. Ça, c'est une excuse, monsieur. Maintenant, c'est pas une excuse. Non, mais je reconstruire dis quelque Congo, chose. ça demande beaucoup de volonté politique. Le 17 mai arrive. Le 17 mai arrive. C'est qui manque à nos dirigeants. Vous savez, M. Bolamba, Mobutu a mis. Nous sommes sur Joseph Kabila, messieurs. Il y a eu des élections libres, démocratiques, vous avez gagné les élections. Qu'est-ce que vous faites pour changer le pays? Mais effectivement, je dis que nous sommes dans cette dynamique. Les fameux chantiers, messieurs, est-ce que vous en êtes avec Kabila? Nous sommes dans cette dynamique. Maintenant, vous avez enchaîné plusieurs questions, je ne sais pas par laquelle il faut répondre rapidement. Donc voilà, si vous me permettez, vous me laissez le temps. Rapidement, on est à la fin de l'émission. Très rapidement, je vais répondre à la première question. C'est que Mobutu a mis 11 760 jours environ pour détruire ce pays. Le 17 mai arrive à moins de 450 jours. Les anciens Mobutistes avaient déjà trouvé des mobiles, bien entendu, à partir du 2 août 70 pour dire que voilà, ils ne sont pas satisfaits du nouveau régime pour maintenant nous amener vers la rébellion. La rébellion du 2 août. Aujourd'hui, nous accusons les Rwandais. Mais monsieur, vous pouvez répondre. Vous avez gagné les élections. Parlons concret. Vous avez gagné les élections. Oui. Il y a Kabila qui est au pouvoir. Oui. Ça fait 3 ans que vous êtes en train de faire marcher le peuple congolais. Il vous en reste 2. Les 5 chantiers, quand est-ce que vous allez les amorcer? Mais nous sommes dans cette dynamique. On voit la misère dans la ville de Kinshasa, par exemple. Les 5 chantiers, il faut commencer par expliquer c'est quoi les 5 chantiers. Ben on le sait. Non, les 5 chantiers, c'est la ligne politique du chef de l'État à partir d'un État de lieu. Non, mais c'est toute vision. La vision politique. Il a déjà expliqué cette vision. Le président avait défini les 5 chantiers l'électricité, l'éducation, l'agriculture. Pourquoi il a choisi ces chantiers? Mais il y a toujours des problèmes d'électricité, il y a toujours des problèmes d'agriculture, il y a toujours des problèmes. Monsieur Bolamba, laissez-le expliquer ce fameux chantier. Nous sommes dans cette dynamique. Bien entendu, comme je suis en train de vous dire que les choses sont. Le mot dynamique, c'est trop technique. Les choses sont en train de bouger en marche. Les choses sont en train de bouger en tenant compte des passifs ou de l'état des lieux. Lorsque, par exemple, Joseph Kabila prend, les chefs de l'État prennent l'option des 5 chantiers. On va parler, par exemple, certains. Je vais commencer par l'électricité. Mais nous savons tous, bien entendu, bien que nous ayons un barrage qui avait l'opportunité de produire jusqu'à 100 000 MW, bien entendu, qui contenait peut-être les 13% des potentiels africains, par exemple, en termes d'électricité. Mais nous savons tous que lorsque Joseph Kabila avait lancé cette idée-là, c'était un vaste chantier où il y avait déjà des sérieux problèmes récurrents. Les problèmes qui se trouvent aujourd'hui dès les stages. Mais c'est un problème de transformateur qui a été mis en place. Ok, d'accord. Maintenant, il faut les relever. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce qui reste? Quand nous parlons d'un chantier, il faut savoir qu'un chantier commence par les études. Bien entendu, les études de faisabilité. Ça fait partie des chantiers. Lorsque nous parlons des chantiers, il faut savoir qu'il y a la programmation. Il y a un certain nombre de préalables. Tout cela, ça a pris du temps. Sachant que messieurs, vous faites un programme, vous n'avez pas planifié. Ça a été la vision. Moi, je vais vous répondre maintenant en tant que président d'une association. Moi, je suis président d'une association où nous avons les programmes du changement. Avant que nous fassions ces programmes pour les changements, nous avons étudié les paramètres pour répondre aux besoins de ces programmes, parce que l'état actuel du pays, on n'a pas besoin des novices ou d'amateurs qui viendront apprendre sur place. On a besoin des professionnels. On ne peut pas laisser un pays qui est en train de mourir. Mais M. Bolamba, pensez-vous que ces paramètres n'ont pas été mesurés? Je ne crois pas. Parce que ça fait longtemps que je suis plus parti à Kinshasa. Ça fait 90 jours, donc ça fait très longtemps. Mais M. Bolamba, s'il vous plaît, il n'a jamais dit qu'il reconstruirait notre pays en 5 années. Je quitte ça, c'est d'abord une chose qui est importante. Après 2 jours, il y a toujours une détérioration. Je n'ai jamais vu d'amélioration. Vous parlez bien de la détérioration, le mot est justement trouvé. Pourquoi parlez-vous de la détérioration? Vous parlez de la détérioration parce que la chose qui était là n'allait pas déjà. Messieurs, c'est ça qu'il faut savoir. Si vous voulez aider le président, il faut lui dire. C'est ce qu'on dit, nous sommes dans cette dynamique. Mais la vérité, elle est quoi? La vérité, c'est que nous sommes en train de résoudre. C'est que vous n'aimez pas les présidents parce que vous ne dites pas la vérité. Les chefs de l'État lancent l'idée de 5 chantiers. Il est confronté pour moi, les 5 chantiers. Si je dois répondre aux 5 chantiers, les 5 chantiers que j'ai vus là-bas, c'est la misère, c'est les moustiques, c'est le manque d'électricité. Les 5 chantiers, c'est la misère, plein de moustiques, manque d'électricité, l'insalubrité et beaucoup de prostituées dans la ville. Excusez-moi de dire ça. Voilà. Et aujourd'hui, monsieur le Président de la République, il dit qu'il n'a pas les hommes qu'il faut. Nous avons besoin d'un consensus. Il a besoin de 15 personnes pour l'aider à développer le Congo. Là, c'est sorti la phrase du président de son contexte. Il a commencé par dire, bien entendu, que Mobutu a laissé un pays plutôt avec une mentalité. La phrase, c'est pour comprendre. Mais il a posé une question par rapport au nombre de personnes. Mais je vais vous poser une question, M. Bolamba, pour dire que c'est un problème qui dit que tous les Congolais, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, c'est de cette manière que moi j'ai perçu, que j'ai interprété ces messages de l'État, nous devons tous nous remettre en cause.
Si aujourd'hui les chefs de l'État élus manquent, si vous pensez qu'aujourd'hui les chefs de l'État élus manquent des hommes, comme des gens essayent de le dire, celui qui dans pense, les camps du pouvoir, celui qui pense pas les hommes. La phrase que j'avais dite, nous sommes dans la rhétorique, elle n'est pas exactement la manière dont on a essayé de les retirer de son contexte. Mais soit, si les gens le disent, mais pensez-vous que les chefs de l'État auraient des hommes qui peuvent relever les défis dans l'opposition? Aussi bien dans l'opposition, nous connaissons des gens. Je n'ai jamais exercé l'autorité dans notre pays. Vous pouvez être sûr là-dessus. Mais nous connaissons des gens aujourd'hui qui crient, mais qui ont été les auteurs des malversations financières de notre pays. Ça veut dire qu'il y a toute une culture, il y a toute une mentalité. Voilà. Il y a toute une mentalité. Nous n'aurons jamais terminé ce débat. N'oublions pas que ceux qui étaient dans l'opposition, ils sont aujourd'hui la majorité. Voilà. Nous n'aurons jamais terminé ce débat, justement. Je vais vous donner à chacun 30 secondes. Le pays va très mal. Je vais vous donner 30 secondes pour clôturer l'émission rapidement. Monsieur Ferrer, rapidement, on est à la fin de l'émission. Eh bien, je dirais que, quels que soient les propos que l'on puisse tenir au regard du président Joseph Kabila, on n'a pas tenu des propos sur le président. Rapidement, monsieur Ferrer. Je dirais que nous avons pu assister personnellement en tant que chef, en tant qu'opérateur économique. J'ai fait partie du MEDEF et de nombreux investisseurs français se sont avancés pour aider la République du Congo à pouvoir se développer. Donc nous étions 57 entreprises, c'était pas beaucoup. Rapidement, mais, Monsieur Bolamba, mot de la fin. Et ça répond aux critères de l'électricité. Oui, mais pour moi, un investisseur sérieux ne peut pas investir dans un pays qui est instable jusqu'à présent. Qu'est-ce qui nous manque dans notre pays? Il faut un consensus. Il faut une solution consensuelle entre nous. Et on peut parler d'investissement, parce qu'on ne peut pas construire une maison solide sur les sables mouvants. D'accord, Monsieur Lacombe. Désolé. Monsieur Lacombe. Et je continuerai, le consensus est indispensable, c'est vrai, et un consensus qui dépasse les intérêts individuels, c'est absolument fondamental. Il faut, au niveau de l'État, démontrer une volonté sur un programme, rassurer les investisseurs nationaux et internationaux, et ensuite mettre en place les éléments qui font que cette politique continuera, quels que soient les changements politiques. Oui. Car le développement de la RDC n'a rien à voir avec la politique. C'est un problème du peuple, c'est un problème social, c'est un problème humain. Et les hommes politiques doivent mettre en place un système qui permettra de continuer une pérennisation de l'État. De pérenniser, comme vous dites, il faut une pérennisation la politique de développement. 10 secondes, parce qu'on est à la fin. Permettez-moi de conclure aussi en 30 secondes. Oui, allez-y. Je vais dire c'est que sur le plan politique, c'est que nous voyons bien entendu les chefs de l'État a réussi à essayer de mettre en place un certain nombre de choses par rapport à l'organisation politique dans notre pays. Un certain nombre de choses, vous êtes vague, hein, un certain nombre de choses. Je n'ai pas le temps pour essayer d'expliquer. Nous parlons des institutions politiques, bien entendu. Celui qui a mis les institutions politiques en place. Nous sommes en train de parler des bilans, mais permettez-moi de dire, deuxièmement, sur le plan juridique, il a mis l'arsenal qu'il fallait. Et troisièmement, sur le plan social, c'est quoi? Sur le plan économique, sur le plan économique, les indicateurs macroéconomiques montrent qu'il y a une croissance. Et sur le plan social, les efforts, nous devons continuer à les faire. Nous devons continuer à les faire, merci. Voilà, nous avons terminé ainsi cette émission comme ça. Je rappelle que nous allons reprendre cette émission dans quelques semaines parce que nous avons eu beaucoup d'appels en tout cas, mais nous n'avons pas pu prendre tout le monde étant donné que cette émission était consacrée à l'indépendance du Congo avec 2 volets concernant donc la période de Mobutu et enfin la période justement de Joseph Kabila. Mais en dernier lieu, nous allons reprendre justement cette émission avec la question de le gouvernement actuel justement avec ces 5 chantiers. Merci d'avoir suivi cette émission.